Bon alors, il faut trouver encore une fois l'équilibre. Bonsoir ou rebonsoir. Pas de panique, nous dit-on d'un côté, face à ce nouveau variant Omicron, puisque c'est désormais son nom. Et par ailleurs, on nous explique qu'il fait un peu trembler le monde. Qu'en est-il? Est-ce que vague d'inquiétude sera synonyme de vague de contamination? On va voir ça. On voit déjà quand même qu'il y a des cas dans le monde. Vous le découvrez sur cette carte. On a appris tout à l'heure qu'il y avait eu 2 cas détectés au Royaume-Uni. Vous savez que chez nos voisins belges, il y a un cas déjà qui l'a été. On va voir ce que l'on sait. Ce variant Omicron, pardon. Il faut encore que je m'habitue visiblement. Alors que se pose l'efficacité de ce variant face à ce nouveau venu. En tout cas, nous, on se rue sur la 3e dose après les annonces du gouvernement. Ça se confirme depuis ce matin dans les centres de vaccination. Et ça aussi, on va en parler, on va partir sur le terrain. On va en parler avec nos invités que je salue. Bonsoir Roland Quérol, merci d'être là. Vous êtes politologue et directeur conseil de Région Magazine. Bonsoir Arlette Chabot, je suis ravie de vous retrouver. Vous êtes éditorialiste politique LCI. Bonsoir à vous Olivier Beaumont, merci également d'être là, grand reporter au Parisien. Et bonsoir professeur Bruno Megarban, merci également à vous, chef du service réanimation à l'hôpital Lariboisière. Comment allez-vous ? Ça va. Ok, ça va, on tient pour le moment. On va prendre tout de suite la direction d'Israël. Pourquoi Israël? Parce que là-bas, déjà des cas de ce nouveau variant ont été détectés. Et selon le Premier ministre, le pays pourrait être au bord de l'état d'urgence. Plusieurs cas ont été identifiés. Professeur Cohen, bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directeur du laboratoire d'immunothérapie de l'université Bar-Ilan. Merci vraiment de prendre le temps parce que je crois que vous êtes vraiment très occupé, vous l'êtes toujours, mais ces dernières heures semble-t-il un peu compliquées par ce variant, c'est ça? Oui, bonsoir Amélie. Effectivement, Israël n'attend pas. C'est-à-dire que nous avons, je dirais, pris plusieurs mesures et même ce soir, là, lorsque je vous parle, il y a déjà une réunion au niveau du gouvernement. Les experts ont donné leurs recommandations en ce qui concerne justement la marche à suivre et ça a déjà été mis en effet. Donc, on a aussi limité, je dirais, les vols. On a aussi commandé des kits spéciaux pour détecter ce variant. On est en train d'isoler les gens qui ont été en contact avec cette personne qui est revenue d'Afrique et on a aussi 3 autres cas qui ont été détectés. Les bonnes nouvelles pour l'instant, c'est qu'on ne pense pas qu'il je dirais, cause une maladie plus grave, ce variant Omicron. Mais d'un autre côté, on ne le sait pas. Israël s'était déjà préparé, et c'est un peu une coïncidence, mais on s'était déjà préparé il y a 2 semaines. On avait fait un exercice à l'échelon national, justement, qu'on avait appelé le variant Oméga. Que fait-on s'il arrive un variant comme celui-ci, ou même plus dangereux? Et donc, c'est pour ça qu'à ce niveau-là, on était suffisamment prêts, nous le pensons, en Israël. Bon, bien sûr, votre situation, elle interroge grandement, puisque votre pays est particulièrement vacciné, en avance sur la vaccination. Mais d'abord, vous disiez, il ne semble pas ce soir qu'il soit plus dangereux. Comment le savez-vous? Qu'avez-vous constaté? Non, ce que l'on voit, c'est que les gens qui ont été contaminés, pour l'instant, n'ont pas développé une maladie qui est plus grave. D'accord. Par contre, les données que l'on a, c'est vrai qu'ils se répandent très vite. C'est les données qu'on a eues de l'étranger, les données d'Afrique du Sud. Et là, je tiens à dire vraiment merci beaucoup à nos homologues sud-africains qui n'ont pas hésité à tirer la sonnette d'alarme à temps pour aider tout le monde à se préparer. Donc, ce qui nous inquiète, c'est que quand même ce variant, selon les premières estimations, et je dis bien pourrait, je l'utilise au conditionnel, se répandre ou être plus contagieux 2 à 6 fois plus que ce que l'on sait, par exemple, du variant Delta. Donc, c'est pour ça que c'est quand même, je dirais, une chose qui doit nous interpeller. Pourtant, encore une fois, je le disais, vous êtes plutôt avancé en termes de vaccination. À quel point ça doit nous interpeller de voir qu'un pays comme le vôtre, très actif sur la vaccination, est malgré tout si touché par ce nouveau variant, en tout cas concerné? Non, je ne sais pas si c'est touché, et je vous le dis sincèrement, nous on l'a détecté parce qu'on a un système, je dirais, on essaye de traquer ces variants. Je suis sûr que ce variant se répand en Europe où je dirais, il y a plus de cas que ce qui a été détecté. La question c'est de savoir, je veux dire, si on ne cherche pas, on ne trouvera pas. Donc c'est pour ça qu'Israël quand même se prépare. La question que nous on se pose, et on attend cette réponse, ça va être examiné dans plusieurs pays, aussi bien en Israël qu'à l'étranger, c'est est-ce que ce variant contourne ou est capable d'être plus résistant au vaccin. Ça, c'est la question évidemment qui, je dirais, qui pour nous est très très importante. Une fois de plus, il faut aussi s'y préparer, peut-être pas de manière totale, mais peut-être de manière partielle. Il pourrait quand même, je dirais, contourner les vaccins. On reste ensemble, professeur, si vous le pouvez, puisque encore une fois, je sais que vous êtes très occupé, mais professeur Megarban, quand on entend dire, attention, on détecte quelques cas ici et là, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas déjà sur notre sol. Souvent, par le passé, quand un variant était détecté, en fait, il était parfois 10 fois ou 100 fois plus répandu
déjà. Il a toujours un coup d'avance, quoi. Oui, vous avez raison. Il n'y a aucune raison que les frontières n'arrêtent le variant de pénétrer sur le territoire national. On le trouve en Belgique, en Allemagne, au Royaume-Uni, donc tout autour de la France. Donc très clairement, il y est déjà. Il faut savoir que les tests moléculaires utilisés actuellement dépistent les mutations d'intérêt. Et donc ce virus est négatif à ces mutations. Et donc, effectivement, on ne le détecte pas. En fait, c'est le fait justement de ne pas trouver les variants habituels qui va laisser penser que c'est peut-être ce nouveau variant Omicron. Donc, effectivement, la première étape, comme c'est manifestement déjà le cas en Israël, il faudra mettre au point des tests de dépistage de routine capables d'identifier ce variant et ses mutations d'intérêt. Et puis, évidemment, mettre en place, si vraiment il avait une capacité on va dire, d'échapper au système immunitaire, à l'immunité acquise, soit naturelle, soit post-vaccinale, un certain nombre de mesures pour, évidemment, limiter sa diffusion. Alors, on voit des mots assez forts depuis quelques heures. On entend parler, vous l'avez entendu, de Big One, on le réentendra tout à l'heure, de variants redoutables, voire de variants horribles, voire de monstres dans le Parisien. On s'interroge, Omicron pourrait être le monstre que tout le monde redoute. Ces mots, on va demander quelle est leur vérité scientifique dans un instant, mais ils percutent malgré tout. Mais ça suscite aussi ce débat sur attention à la puissance des mots, quand on ne sait pas tout. Oui, et on ne saura pas tout avant au moins 2 semaines. On est dans une période de surveillance et de vigilance. Le professeur vient de nous expliquer que les risques que ça comportait, et surtout, on nous a dit d'Israël, la force, semble-t-il, de la contagion de ce virus. Sur sa dangerosité, on ne sait encore rien. Il va falloir séquencer ce génome. On n'est pas en général les plus pressés à le faire bien. C'est plutôt nos amis britanniques qui sont en avance sur le séquençage. Donc je crois qu'on est dans une période où il ne faut absolument pas paniquer les gens. Il n'y a rien d'autre à faire qu'à l'attendre, le voir venir, l'isoler et essayer de savoir s'il est plus dangereux. Et on en reparlera de façon plus experte. J'imagine, je dis ça pour les experts, dans quelques petites semaines. Je viens vers vous, mais au niveau du gouvernement, Olivier Beaumont, est-ce qu'on utilise des mots tels que horrible, monstre ou panique ou redoutable ? En tout cas, c'est la tuile. C'est la tuile pour le gouvernement, parce que c'est la tuile pour les Français d'abord, pour tout le monde, et puis pour le gouvernement en particulier, parce qu'il y a eu cette séquence de mercredi dernier où on lance cette 3e dose pour l'ensemble de la population majeure, en se disant qu'on va affronter comme ça l'hiver paisiblement, plus ou moins paisiblement, ou en tout cas, c'est une façon de contenir et de maîtriser les services hospitaliers. Et là, effectivement, ce nouveau variant arrive. Alors, on ne sait pas grand-chose, effectivement. Est-ce qu'on effraie un peu tout le monde, un peu trop tôt, un peu trop vite ? Après, il y a ce que disent les chercheurs sud-africains, c'est 32 mutations donc, qui font peur. Et ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois, effectivement, cette notion de variant monstre, si on l'entend depuis l'été dernier, où on savait qu'à un moment donné, on pensait que ça aurait pu être le Delta. En fait, le Delta, il a beaucoup circulé, mais on l'a plutôt bien géré, bien assimilé. Et donc, il y a le Omicron, il y en aura peut-être un autre aussi. En tout cas, plus que jamais, on va vivre avec ce virus pendant des années et des années. On va en reparler dans quelques instants. Tant que tout le monde n'est pas vacciné, on est une usine géante à variants et donc ça peut encore se reproduire. Mais c'est vrai, professeur Megarban, il y a les mots qui sont très forts. En même temps, on voit une 30aine de cas pour le moment. En même temps, on nous dit attention, on aura les résultats plus tard. Est-ce que vous voyez, vous, quand même, une exagération dans le propos en tant que scientifique ? Non, il n'y a pas d'exagération, mais on va dire tout le monde est préoccupé et dit attention, c'est un variant qui a des particularités avec ces fameuses 32 mutations sur la protéine spike qui pourraient lui donner des capacités à se transmettre de façon plus importante que le variant Delta et éventuellement à ne pas être reconnu par l'immunité acquise soit naturellement, soit après vaccination. Et pourquoi on affirme ça ? Parce qu'effectivement, il a émergé en Afrique du Sud, là où sévissent le variant Delta et le variant Beta, et pour qu'il puisse émerger, car aujourd'hui, il représenterait presque 70% des souches séquencées en Afrique du Sud, donc il semble émerger, c'est que nécessairement, il a un avantage sélectif par rapport à Delta, donc il se transmet plus facilement, et peut-être un certain avantage par rapport à Beta, qui lui-même
échappe un tout petit peu à la réponse immunitaire. Donc, de fait, s'il l'emporte sur bêta, c'est que peut-être qu'il s'échappe davantage. Mais que ce ne sont que des hypothèses, mais on aura beaucoup de solutions dans les 15 jours qui viennent. Bon, on continue de creuser malgré tout. Boris Johnson vient de s'exprimer et il vient d'annoncer de nouvelles restrictions dans ce cadre, dans le cadre de l'apparition de ce nouveau variant, avec test PCR obligatoire et isolement obligatoire jusqu'à résultat de ce test. Vous voyez, il s'est exprimé il y a quelques instants. Ça montre quand même un certain niveau. Vous allez me dire peut-être, professeur Cohen, si c'est un niveau d'inquiétude parce qu'il y a une certitude quant à la dangerosité ou la contagiosité, encore une fois, je vous ai entendu tout à l'heure, ou est-ce qu'on est dans de la prévention? Voilà. Non, je crois qu'on est dans la prévention. Je crois une fois de plus qu'on peut, d'une manière générale, dire aujourd'hui qu'on fait face à une menace. Vous savez, la Covid-19 a aussi commencé de 3 cas ici et 4 cas par là. Je veux dire, en Israël, on se souvient comment ça a commencé. On avait été, par exemple, en Israël très rapide à fermer nos frontières, ce qui nous a permis d'éviter la première vague avec, excusez-moi ça, juste 300 morts, comparé à d'autres pays comme en Europe, etc. Mais d'un autre côté, il faut agir rapidement. Après 2 ans pratiquement d'expérience, je crois qu'il serait bête de prendre des risques parce qu'on sait très bien que chaque jour qui passe, chaque moment qu'on attend, même si on n'est pas sûr, ça pourrait nous rapprocher d'un scénario qui est beaucoup plus compliqué. Maintenant, d'un autre côté, moi, je crois qu'il faut parler au public de la manière la plus, je dirais, directe et dire qu'il y a un problème, que les gestes barrières sont essentiels. Nous espérons aussi que la vaccination marche. Je crois qu'il faut responsabiliser le public de la manière la plus, je dirais, honnête qu'il y a, parce qu'en fait, au bout du compte, les gens qui font circuler le virus, c'est nous, hein. Le virus n'est rien sans nous. Donc c'est pour ça que je crois que peut-être sans trop alarmer, il faut je dirais, faire passer le message que nous, en tant que spécialistes, on voit qu'on a quand même quelque chose qui pourrait être problématique, très problématique. Bien sûr, on continue d'explorer ce que tout cela signifie, ce qu'il y a derrière les mots pour qu'on comprenne bien, et on le fait également avec le professeur Jean-François Saluzzo. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes virologue, vous êtes expert auprès de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, qui s'est réunie hier en urgence pour examiner ce nouveau variant, et il a été classé dans la catégorie préoccupant, qui est le niveau le plus élevé utilisé à ce jour par l'OMS. Moi, je voudrais encore une fois essayer de comprendre ce qu'il y a derrière le mot préoccupant. Ça veut dire quoi en termes de dangerosité, d'impact pour nous? Alors d'abord, il faut savoir que les virus, on l'a dit maintes fois, mutent en permanence. Et cette fois, au cours de cette épidémie, pour la première fois, les scientifiques ont eu la possibilité d'analyser le génome et de déterminer les mutations. Les scientifiques ont décidé que lorsque des mutations apparaissent associées à une grande transmissibilité, c'est-à-dire que le virus se transmet beaucoup mieux, on parle de variants. Et dans ces variants, il y a des niveaux en fonction de la transmissibilité. Donc, un variant, ce n'est rien d'autre qu'un virus qui a muté comme tout autre, mais qui se transmet beaucoup mieux. Donc, ça, c'est le point de départ. Le deuxième point de départ, c'est qu'il vient d'Afrique, ce qui n'est pas du tout étonnant, puisque pour qu'un variant apparaisse, il faut qu'il circule intensément, et il ne circulera intensément que dans des pays qui ont un taux de vaccination très faible. Donc, ce qu'on attend actuellement, c'est l'arrivée d'un variant tout à fait classique, c'était tout à fait attendu. Qu'il soit arrivé maintenant ou plus tard, c'était pratiquement évident qu'un jour ou l'autre arrivait ce variant. Maintenant, ce variant est en Europe, donc on s'attend à ce qui remplace le virus présent, le virus Delta. Ça, on ne sait pas si ça va se faire. Il faut bien comprendre que ce variant va maintenant circuler en Europe et qu'il va rencontrer quelque chose qu'il n'a pas rencontré en Afrique, c'est-à-dire une barrière sanitaire, les vaccinations. La vaccination peut avoir des conséquences importantes pour limiter l'implantation de ce variant. Mais si ce variant s'implante et qu'il devient majoritaire, que peut-on attendre? Alors, le premier point, on en a un peu parlé, c'est le risque concernant la virulence, c'est-à-dire que ce virus devienne beaucoup plus virulent. On n'a pas évidemment de preuves pour l'instant, mais si on fait l'histoire des virus, on voit très bien qu'il n'existe pas de virus qui soit devenu plus virulent qu'il ne l'était au départ. Donc on peut s'attendre à ce que ce virus continue à induire une infection fébrile respiratoire plus ou moins sévère selon les terrains. Enfin, on peut parler d'immunité. L'immunité, c'est également pareil. Dans l'histoire des vaccins, que ce soit la rougeole, la rayon, etc., ce sont des vaccins qui ont 30-40 ans d'âge. Les virus ont muté et jamais un virus a échappé au système immunitaire induit par les vaccins. Donc, globalement, sur les données antérieures, il n'y a pas, je pense, à paniquer sur ces points-là.
Toutefois, nous sommes en présence d'un coronavirus. Le coronavirus a une très étrange particularité, c'est que même une infection naturelle donne une immunité de courte durée. On sait qu'une personne infectée peut être réinfectée. D'accord. Or, les vaccins ne donnent jamais d'immunité supérieure en primo-vaccination à une immunité due à une infection naturelle. Donc, ce qu'on observe, ça va être une forte circulation, probablement, de ce nouveau variant. Bon, alors professeur, j'allais vous remercier, vous souhaiter une bonne soirée. Ça tombe au moment où il y a un petit problème de liaison, donc vraiment c'est le moment à saisir pour vous remercier. Merci beaucoup professeur. Je retourne en Israël pour voir le professeur Cohen, peut-être avant de vous dire au revoir pour vous laisser filer, mais je lisais que selon les médias, chez vous, parmi les cas qui ont été détectés, des personnes avaient reçu 2 doses de vaccin Pfizer et l'une d'entre elles, même les 3 doses. Est-ce que vous le confirmez et quel enseignement il faut en tirer? Donc je le confirme. La personne qui a été, le premier cas qu'on a isolé était une personne en provenance de l'étranger du Malawi. Elle n'est pas citoyenne israélienne. Elle avait apparemment reçu 3 doses de Pfizer. On a un autre cas d'une personne qui a reçu 2 doses de Johnson & Johnson. Et on a 2 personnes apparemment qui n'ont pas été du tout vaccinées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire grand-chose pour l'instant parce qu'on sait que même vacciné, on peut être contaminé. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle a fait sa 3e dose. Et une fois de plus, la question c'est de savoir quelle maladie elle va développer. Les vaccins ont été élaborés essentiellement pour empêcher les formes graves. On espère aussi les formes symptomatiques. Donc c'est pour ça, je crois que sur un petit nombre de cas, il est très dur de tirer des conclusions, mais comme on l'a dit, les jours qui viennent vont être très révélateurs, je l'espère. Oui, ils vont vous demander beaucoup d'énergie, professeur Cohen. Alors, je vous laisse. Cette fois, c'est la bonne. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne soirée, bon courage à vous. Dans un instant, on est en direct avec le professeur Bréchot, qui est le patron du Global Virus Network. Ah ben, je vous vois déjà, professeur. Merci d'être avec nous. Vous ne m'en voulez pas. On se retrouve, mais je voudrais juste entendre Arlette Chabot. J'allais lui donner la parole, alors je me permets. Pas grave. On a l'impression quand même d'une épée de Damoclès. En même temps, faut-il être surpris quand on sait que tant qu'une fois encore on n'a pas vacciné tout le monde, ça peut nous arriver? Oui, mais enfin, ça pose quand même de sérieuses questions. Alors moi, j'aime bien le fait que la voix d'Israël me paraît la voix de la sagesse, avec une expression que je retiens, on n'attend pas. On n'attend pas, on se prépare au cas où. Je trouve que c'est extrêmement sain et extrêmement intéressant. J'aimerais qu'en France aussi, entendre ces voix qui disent on se prépare. Il n'y a pas de panique, il n'y a pas d'affolement, il y a une préoccupation exprimée, il y a de la pédagogie, il faut tout dire. Les uns après les autres, sans doute, des dirigeants vont prendre d'autres mesures, c'est déjà fait dans certains pays voisins. J'aimerais bien aussi qu'en France, alors que la campagne commence à bien démarrer pour cette fameuse 3e dose, eh bien, il y ait à nouveau un suivi de l'explication, puisque la seule vraie question pour tout le monde, c'est quelle est la résistance de ce variant au vaccin. Et donc, là encore, réaction, on ne soit pas les derniers, explication, pédagogie de la part du gouvernement, de ceux qui sont en charge de la lutte contre l'épidémie. On va continuer d'en parler, bien évidemment. Mais donc, nous vous retrouvons, professeur Bréchot. Merci encore une fois d'être avec nous. Vous êtes donc virologue, ancien directeur de l'INSERM, de l'Institut Pasteur, et vous êtes aujourd'hui président du Global Virus Network. Alors, on va remontrer cette carte qui montre le nombre de pays qui, en quelques heures, ont fermé les frontières, stoppé les vols en provenance de 8 pays d'Afrique australe. On a vu l'inquiétude en Israël, l'inquiétude dans notre pays, inquiétude aussi aux États-Unis, qui a pris des mesures, professeur. Oui, absolument. Je peux vous dire qu'au sein du Global Virus Network, depuis quelques jours, il y a une activité majeure et des réunions régulières et des réunions de coordination. Je ne vais pas répéter ce qui a été dit auparavant sur votre plateau, mais il est clair que ce variant, quand on regarde sa séquence, inquiète parce qu'il a un potentiel de résistance, d'infectiosité important, mais pour l'instant, on n'a pas de données. Et on n'aura pas de données avant quand même plusieurs semaines en ce qui concerne les propriétés intrinsèques du virus. Mais ce qui nous inquiète beaucoup, et j'en parlais encore avec les collègues sud-africains du Global Virus Network, c'est que effectivement, ce variant s'est développé de façon exponentielle, alors que c'est une population qui a eu un taux d'infection naturelle important, et alors que le Delta est quand même très prévalent en Afrique du Sud. Et maintenant, la diffusion qu'on voit dans les différents pays, les États-Unis
vont prendre des mesures de précaution et commencent déjà à les prendre. Je pense, si vous voulez, que on savait que ça allait arriver. On le disait régulièrement. Donc, c'est malheureusement assez logique que des nouveaux variants arrivent. Tant qu'on n'aura pas réglé au niveau mondial la question de la circulation du virus, on aura des nouveaux variants. Le Delta est venu d'Inde. La 5e vague en Europe vient d'Europe centrale et orientale. Et là, on a un variant qui nous vient d'Afrique du Sud. On peut encore espérer contrôler les choses, et c'est ce qui vient d'être dit. Il faut effectivement une situation vraiment d'attente, de préparation dans tous les pays. Le diagnostic va encore être essentiel, et j'ai souvent insisté sur votre antenne, sur votre plateau, sur le fait qu'il a malheureusement été, à mon avis, un peu sous-estimé, alors que l'effort sur les vaccins a été fantastique. C'est ça qui permet stopper les vols, c'est très bien pendant un court terme, mais ce n'est pas ça qui va arrêter, qui va empêcher le virus de passer. Ce qui empêche le virus de passer, c'est d'avoir des techniques de détection extrêmement efficaces, très rapides, faciles à faire, conduisant à un isolement réel. Et puis, bien sûr, la vaccination, parce que pour l'instant, on n'a aucune indication que ce variant échapperait à la vaccination. C'est notre crainte, c'est ce que disait Cyril Cohen, c'est ce que disait Jean-François Saluzo. Mais pour l'instant, on a ce vaccin, on a la prévention des formes graves, on a des antiviraux qui arrivent et on a les anticorps monoclonaux. Voilà. Et finalement, ce que je voudrais dire, c'est que l'Afrique du Sud nous donne une leçon sur le diagnostic et sur la préparation. Pourquoi on a autant d'informations rapidement ? Parce qu'ils ont été extrêmement rapides, parce qu'ils sont très bien organisés sur le séquençage et sur le diagnostic. Et ils le sont parce qu'ils ont malheureusement, et ils ont à faire face à une épidémie de sida très importante depuis de nombreuses années. Et donc, c'est une leçon pour la France, parce qu'il faut qu'on soit capable de réagir avec la même rapidité en termes d'identification des souches et effectivement, comme ça a été dit, de donner une information réelle, immédiate, honnête, pas pour effrayer, mais pour dire, écoutez, on a un vrai problème. Alors, en France, aujourd'hui, c'est l'ouverture de la 3e dose aux plus de 18 ans. Les Français nombreux commencent à se ruer vers cette 3e dose, avec déjà des images de centres de vaccination. Au moment où on se rue donc sur cette 3e dose, faut-il dire à ceux qui nous regardent que potentiellement à terme, pardonnez-moi, je vais être direct, c'est un peu vulgarisant, mais que ça ne sert à rien, ou au contraire, faut-il leur dire que justement, il faut absolument faire cette 3e dose parce qu'elle devient encore plus nécessaire face à ce variant. Je vais avec vous, professeur Bréchot, mais professeur Megarban. Oui, vous avez raison, effectivement, il faut plutôt encourager tout le monde à aller faire le plus rapidement possible cette 3e dose lorsque un délai de 5 à 6 mois s'est écoulé par rapport aux 2 doses. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, d'abord, nous avons une épidémie qui progresse et qui est liée au variant Delta qui est parfaitement contrôlée par la vaccination. Et donc, c'est le danger immédiat pour nous tous, notamment pour ceux qui ne sont pas vaccinés ou ceux dont l'immunité de protection diminue. Ensuite, il n'y a aucune raison de penser encore que le nouveau variant ne sera pas, on va dire, pris en compte par la vaccination, l'immunité vaccinale. Il ne faut pas imaginer qu'on va passer d'une immunité de protection extrêmement élevée de 100%, tout d'un coup à 0 vis-à-vis de ce variant. Il se peut qu'il y ait une certaine diminution, mais malgré tout, le fait de monter l'immunité collective contre l'ensemble des variants de la Covid-19 va permettre de ralentir l'entrée de ce variant nouveau dans la population. Alors, encore une fois, professeur Bréchot, vous avez dit beaucoup de choses, mais à cette question très concrète, on est français, aujourd'hui, on regarde la télé, vous faites bien, regardez-nous. Mais non, mais on se dit, on ouvre la 3e dose, est-ce qu'on se dit, bon, bah, potentiellement, ça va servir à rien, ou encore une fois, il faut absolument, justement, d'autant plus que je le fasse? Non, je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit. La réaction, c'est au contraire, ça renforce le besoin de le faire. Ça vient d'être très bien dit, hein, c'est-à-dire que pour l'instant, ce variant sera peut-être très sensible au vaccin. Il faut toujours se rappeler, quand on parle de vaccin, il y a la réponse humorale, c'est-à-dire les anticorps, bien sûr, et c'est très important. Mais vous avez aussi une réponse cellulaire, d'immunité cellulaire. Celle-là, on ne sait pas la mesurer en routine, mais elle a très certainement un rôle important. On a des vaccins en plus qu'on peut adapter d'ailleurs dans le futur, mais dans l'immédiat, on a des vaccins qui marchent. Il faut faire la 3e dose si ça peut au moins
stimuler tout le monde dans un pays qui a la chance extraordinaire de pouvoir avoir accès au vaccin. Moi, vu du Global Virus Network, si vous voulez, quand on entend des gens faire la fine bouche, si je peux parler familièrement, sur le vaccin en France, alors qu'on voit tous ces pays qui ne demanderaient qu'une chose, c'est de pouvoir avoir accès au vaccin, ça fait vraiment du mal. Donc oui, il faut aller sur la 3e dose. Et par contre, j'en profite de votre question pour dire que ce qui se passe montre quand même un très gros problème au niveau de la coordination internationale. L'OMS a réagi de façon rapide, il faut absolument le dire. Ils ont fait hier une déclaration tout à fait raisonnable en déclarant ce variant comme un variant préoccupant et ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Mais ils ont dit également, écoutez, ne vous précipitez pas pour fermer les frontières, prenez le temps de raisonner. Personne ne les écoute, mais personne. Pourquoi? Parce que nous avons un problème majeur d'expertise scientifique, médicale et santé publique au niveau mondial. Il va falloir quand même un jour qu'on réussisse à se mettre d'accord sur comment on peut coordonner nos attitudes et comment on peut se mettre d'accord sur, encore une fois, les faits scientifiques et ce qu'on doit retenir. Et je pense que ça, c'est évidemment, on est dans l'urgence, donc ce n'est pas le sujet immédiat. Mais le rôle de l'OMS, tout ça va être fondamental parce que ce que nous apprend cette crise, on le savait, mais ça nous l'apprend encore plus, tant qu'on aura une stratégie nationale, on ne s'en sortira pas. Alors, tout le monde est d'accord pour dire ça, mais après, quand on arrive dans les priorités, quand on arrive dans la distribution des vaccins, eh bien, c'est beaucoup plus compliqué. Pour des raisons qu'on peut comprendre d'ailleurs. C'est compliqué, mais il va bien falloir le résoudre. Alors, on reste encore une fois ensemble, professeur Bréchot, mais vous évoquez les frontières. Encore une fois, de nombreux pays ont fermé les frontières, stoppé les vols, et la France en fait partie pour 48 heures, donc 24 heures encore. Temps d'un examen, on verra si c'est, encore une fois, étiré dans le temps. Olivier Beaumont, après je vais vous interpeller sur ce sujet, mais est-ce qu'il est envisagé d'autres réflexions, d'autres restrictions dans notre pays ou pas? Il va y en avoir dans les prochaines semaines. Il y a 2 semaines sur ce même plateau, quand on parlait de la 5e vague, vous me demandiez quels étaient les outils que pourrait utiliser le gouvernement dans les jours à venir. Je vous évoquais la question de la 3e dose généralisée. Bon, là, on y est. Il y a le Conseil de défense sanitaire mercredi matin où plusieurs autres outils ont été discutés. Ils n'ont pas été retenus à ce stade, mais il y a la question des jauges dans les lieux de rassemblement public, la question du couvre-feu. Je ne parle pas du confinement, on n'y est pas encore, mais je pense que là, à l'approche des fêtes qui viennent, des Français qui vont se ruer dans les grands magasins pour faire leurs achats de Noël, les familles qui vont se rassembler, et puis l'hiver aussi qui fait que on est plus dans les établissements intérieurs, dans les restaurants, dans les bars et tout. Je ne vois pas comment on va échapper, peut-être très rapidement, si on voit effectivement que ce variant se propage très vite sur le territoire, comment on va échapper à un nouveau couvre-feu, et puis aussi à des questions de jauge. Bon, très bien, voilà. Mais pardon, je lève le doigt parce qu'en termes de restrictions, en réalité, au moment où je vous pose la question, le ministère de la Santé fait savoir que pour tout cas contact du variant Omicron sur notre sol, ce sera placement à l'isolement, même si on est vacciné. Donc, on passe encore une étape supplémentaire. Mesure de précaution, pardon, parce que comme on ne sait rien, il vaut mieux... Mais c'est ce que disait le professeur Cohen tout à l'heure, il disait... Vaut mieux la prévention que ne rien faire, disait-il en tout cas. Professeur Megarban, l'efficacité de cette annonce du ministère de la Santé, par prévention certainement, mais d'isoler. L'application des mesures barrières et l'isolement, c'est la base. Effectivement, aujourd'hui, les tests moléculaires des laboratoires ne permettent pas d'identifier avec certitude ce nouveau variant. Donc effectivement, lorsqu'on est contact d'une personne qui est rentré de l'Afrique australe dans les 14 jours précédents, eh bien, on est à risque d'avoir été contaminé, notamment si on n'a pas respecté la distanciation et les mesures barrières. Il vaut mieux donc être à l'isolement de façon très stricte. Alors, en fait, le ministère de la Santé va un peu plus loin que ce que je vous ai annoncé. J'apprends comme vous en direct. Même les cas possibles, c'est-à-dire non validés, détectés avec certitude, devront être mis à l'isolement. Donc là, on est vraiment dans plus que la prévention. Là, professeur Bréchot, est-ce que vous dites effectivement on a raison de prendre ces mesures sur le sol français aujourd'hui ? Absolument, et c'est ce qui est en train d'être fait d'ailleurs dans de nombreux pays, et c'est le seul moyen, on revient à ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'on réussisse à éviter un confinement des mesures, parce que je pense que vraiment ça aurait un impact terrible. Le seul moyen de l'éviter, c'est ça. C'est un diagnostic qui doit être un diagnostic très rapide, des mesures de précaution très systématiques, un vrai isolement des personnes pour lesquelles on le suspecte. On n'empêchera pas le virus de passer, on n'empêche pas un virus de passer des frontières, ça n'est pas vrai.
vrai. Mais ce qu'on peut espérer, c'est vraiment diminuer le nombre de cas, diminuer l'impact et encore une fois, encore et encore, contrôler avec la vaccination. Donc oui, ils ont parfaitement raison et c'est ce qui est en train de mettre en place dans beaucoup de pays dans lesquels le Global Virus Network est présent. Oui, c'est comme ça qu'il faut procéder actuellement, à condition de faire un vrai isolement, entre parenthèses, oui, et pas simplement une déclaration personnelle. Oui, alors on reste ensemble, mais je partage d'impressions quasi personnelles, mais 2 ans de crise, on sait que les variants existent, on vit avec, on a des vaccins, on parle maintenant de traitement, on a des techniques, bref, on a une expérience, et pourtant, l'impression du jour sans fin, l'impression de revenir toujours en arrière, de revivre les mêmes restrictions, et une impression de fébrilité comme au premier jour. Je prends un exemple, la bourse qui dévisse, annonce d'un nouveau variant, les bourses qui calent, qui descendent, qui chutent, enfin, comme 2 ans de crise, quoi. La bourse, ça réagit toujours comme ça à tous les événements, quels qu'ils soient. On a des bourses qui montent et qui descendent, ça corrige après. Ça n'est jamais un signe. Ce qui me paraît être un signe, moi, c'est la maturité de nos opinions. Regardez, on avait recommencé dans ce pays à s'embrasser, à s'étreindre, à enlever le masque, même dans des endroits où on savait que ça ne se faisait pas. Et puis, voilà, on a eu des alertes avant même qu'Omicron arrive. Et vous avez remarqué, nous avons changé. À nouveau, on ne s'embrasse plus, on reste éloigné. Voilà, alors il y a toujours des cas qu'on va pointer, mais dans l'ensemble, je crois que les gens, ils ont compris le fonctionnement de cette épidémie, et ils savent que ce n'est pas une libellule, le virus. C'est eux, c'est nous qui le transportons. Il n'y a pas un virus qui vient sur nous, c'est nous qui le transportons à d'autres. Donc, cette histoire des mesures barrières, évidemment, on se disait, on va enfin en être sorti. Ça ne fait pas plaisir. Dans des pays où on se fait la bise, ça ne fait pas plaisir d'y renoncer. Mais voilà, je crois que les gouvernements, ils prennent des mesures, tout cela qui sont des mesures de précaution, de surveillance, et c'est la période dans laquelle on est pour les 15 jours qui viennent. Il faut simplement se dire que c'est normal. Que ça ne veut pas dire qu'on va forcément tous fréquenter nos hôpitaux dans les semaines qui viennent, mais ça veut dire que, a fortiori, tant qu'on ne sait pas exactement la dangerosité de ce variant, il faut prendre les précautions que peuvent prendre les individus que nous sommes et que peuvent prendre les gouvernements en annonçant les mesures qui sont annoncées et qui sont du simple bon sens. On est à 1 mois de Noël, donc on est dans une période ultra sensible. Tout le monde a été privé ou a eu le sentiment d'être privé de fête l'année dernière. Donc cette fois, tout le monde avait envie de fêter Noël. Le gouvernement annonce quelques petites mesures. Je vous rappelle quand même que jeudi, la conférence de presse du ministre de la Santé a commencé par pas de couvre-feu, pas de confinement, pas de fermeture de commerce. Je ne vous annonce pas ça. Voilà. On a vu aussi le même jour la publication d'un sondage dans lequel par le Figaro, les Français étaient assez favorables à des mesures de restriction, sauf confinement, évidemment, et couvre-feu. Pour le reste, port du masque, etc., généralisation, tout le monde était d'accord. Donc aujourd'hui, je reprends la formule du professeur Bréchot, il faut dire, on a un problème. Il faut que le gouvernement dise, on a un problème, et s'il faut annoncer des mesures, eh bien, il faut, avant de prendre ces mesures, qu'il y ait encore une fois, moi j'insiste beaucoup sur la pédagogie, car beaucoup de gens doivent se dire, 3e dose, j'entends bien le professeur Megarban qui explique en question qu'on la voit justification, mais pourquoi me ferais-je vacciner? Est-ce que c'est vraiment utile? Donc il faut qu'il y ait la sincérité, une communication sur le thème. Oui, il y a un problème, il y a un variant. Les gens entendent, nous regardent, ils ne sont pas idiots, ils écoutent. Donc il faut leur dire, et si le gouvernement était obligé de prendre des mesures beaucoup plus sévères et beaucoup de restrictions, il faut qu'ils aient quand même dans la tête qu'il y a une situation nouvelle. On prend la direction du terrain, j'ai envie de le dire comme ça, avec vous, Benoît Elbode. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directeur général de l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Alors, merci encore une fois. Ça y est, je vous vois. La situation chez vous, je la résume quand même, c'est de plus en plus actif, la circulation du virus, et un taux d'incidence qui a bondi, je crois, de 227 sur 100 000 habitants, alors que c'était 134 la semaine dernière. Mais ma première question, elle est rattachée bien sûr à ce variant. Est-ce que vous êtes déjà dans une sorte alerte détection de ce nouveau variant? Comment ça fonctionne?
Tout à fait. En fait, comme à chaque fois qu'il y a eu des nouveaux variants, on relance un dispositif spécifique pour repérer s'il y a des variants qui sont dans la région. Et donc, avec le contact tracing, dès qu'il y a quelqu'un qui est malade et qui donc revient des pays d'Afrique australe, eh bien, on lance un séquençage particulier du virus pour voir s'il s'agit de ce nouveau variant ou si c'est le variant Delta habituel. Donc, bien sûr, tout est remis en place dans la région. Encore une fois, ce n'est pas une nouveauté, on l'avait déjà fait pour les différents variants qui sont arrivés. Il y avait eu un autre variant sud-africain, rappelez-vous, qui n'avait pas vraiment beaucoup percé en France. C'est comme le variant brésilien. Mais quand on a un nouveau variant qui arrive, tout le dispositif de dépistage est remis en route. Mais cette fois, on est plus prêt, on a plus de séquenceurs, les circuits étaient déjà préparés, donc on peut réagir plus vite. On reste ensemble, mais comme on a la chance d'être aussi avec le professeur Bréchot, juste petite question, professeur Bréchot. Déjà, moi j'entends un peu le côté le pire n'est pas certain. Par le passé, il y a eu des alertes et ça ne s'est pas transformé forcément en catastrophe. Donc attendons de voir. Mais ma question, c'est de savoir, en Nouvelle-Aquitaine, on est en alerte, on n'a pas détecté de cas, mais est-ce qu'il faut se dire qu'en France, c'est déjà là de fait parce que ça a forcément gagné du terrain, on n'est qu'au début de la détection, quoi. Oui, ce serait vraiment très étonnant qu'il n'y ait pas quelques cas en France dès maintenant, à partir du moment où vous en avez dans des pays, en Belgique, maintenant au Royaume-Uni. Je pense, enfin, évidemment, on ne le sait pas encore, mais c'est quand même le plus probable. Et il va falloir effectivement être capable de très rapidement les identifier. Le séquençage, il y a également des techniques rapides qui peuvent se mettre en place. Ça va être un point essentiel, mais je pense qu'il va effectivement, qu'il est déjà là, forcément. Par rapport à ce que vous disiez, il faut vraiment dire que ce variant, peut-être qu'il ne sera pas très virulent, peut-être qu'il ne va pas du tout induire de maladies sévères. Et c'est ce que je pense a voulu dire Jean-François Saluso, c'est qu'en virologie, vous avez des vagues successives de virus qui sont sélectionnés et qui sont souvent très contagieux, mais pas forcément du tout nécessairement plus pathogènes, c'est-à-dire faisant plus de mal, créant des maladies plus sévères, et pas forcément du tout résistant forcément au vaccin. Donc il faut, voilà, on est tous d'accord, on est tous sur la même ligne, il faut être extrêmement prudent, extrêmement mobilisé dans tous les pays et pas seulement dans les pays riches. Il faut donner les moyens aux pays dans lesquels le virus circule de se défendre. Ce n'est pas simplement, je dirais, une nécessité morale, éthique, c'est simplement du bon sens. Sinon, dans 3-4 mois, on aura un nouveau variant. Benoît Elbaud, même si, bien sûr, donc, on l'a compris, le pire n'est pas certain. Est-ce que malgré tout, le pire est envisagé? C'est-à-dire que dans vos discussions avec les autorités, vous envisagez le coup d'après, de cranter, d'élever les niveaux de restriction dans les jours et les heures à venir en fonction de l'avancée de ce variant? Bien sûr, la logique pendant toute cette crise, ça a été anticiper, mais ne pas devancer. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de mettre en place des mesures pour lesquelles il n'y aurait de toute façon pas une adhésion de la population quand ça n'est pas nécessaire. Et pour autant, il faut se préparer parce que cette crise et ce virus nous a montré qu'il pouvait nous réserver des surprises. Alors, donc on reste sur cette ligne et c'est pour ça qu'aujourd'hui on détecte et on incite, bien sûr, ça a été rappelé par certains de vos invités, les gestes barrières. Il faut absolument se remettre à respecter les gestes barrières et à se vacciner. Le meilleur moyen de ne pas être en retard, c'est d'être en avance. Et donc, plus la population sera vaccinée vite, plus les gestes barrières sont respectés, notamment pendant l'hiver. Vous savez que l'hiver favorise la circulation de ces virus. On est dans des endroits plus confinés parce qu'il fait plus froid. On va faire des réunions de famille. Donc, il faut vraiment faire attention et reprendre les bonnes habitudes qu'on avait prises l'année dernière. Benoît Elbaud, mais quelles sont les restrictions éventuellement envisagées si la situation venait à s'aggraver? Ça, concrètement, ce serait quoi le coup ou l'étape d'après? Pour l'instant, on n'en est pas encore à réfléchir à ces solutions. Par contre, ce qu'on sait aujourd'hui, et vous l'avez vu, c'est qu'on ne refera jamais un certain nombre. Les confinements totaux et globaux pour tout le monde, c'est terminé. Tout le monde a démontré que ce n'était pas ce qui avait de plus efficace et qu'il y avait d'autres mesures qui étaient plus efficaces. Par exemple, de réinsister sur le télétravail, par exemple. On sait que plus il y a de télétravail, moins il y a de gens dans les transports, plus on peut aussi freiner le virus. On a montré que fermer toutes les écoles pendant des mois, c'était pas obligatoirement une bonne chose non plus, parce que même si ça pouvait protéger du Covid, ça avait d'autres incidences sur nos enfants. Donc on a beaucoup appris depuis le début de
de cette épidémie, sur ce qu'on peut faire, sur ce qu'on doit faire et sur ce qu'on ne peut pas faire. Et donc, les mesures seront certainement prises de manière graduée. Mais encore une fois, on n'en est pas là. Pour l'instant, on ne sait pas encore, ça a été rappelé par vos invités, est-ce que ce virus va causer des maladies graves? Est-ce qu'il va être résistant au vaccin? Est-ce qu'il va se propager plus que le variant Delta? Pour l'instant, on ne sait pas. Donc aujourd'hui, il faut le tracer, il faut le repérer et avoir plus de données pour savoir exactement à quoi on a affaire. On va parler de Noël. On reste ensemble. Professeur Bréchot, je vous pose la question avant de vous laisser partir puisqu'il est temps, visiblement. Mais est-ce que Noël, pour nous, doit être source d'inquiétude? En gros, est-ce que Noël va être fichu? On se posait déjà la question avant le variant, hein, mais bon, on se la pose encore un peu.